Bonjour à toutes et à tous et heureux de vous retrouver ici au congrès du Collège national des cardiologues hospitaliers qui sont en grand congrès, qui font leur congrès. Et nous ouvrons aujourd'hui cette conférence de presse et institutionnelle autour de la présentation et de la publication des 25 solutions proposées par le CNCH. Nicolas, nous sommes en contact avec nos confrères et amis journalistes. Bonjour à tous, à ceux qui sont connectés et à ceux qui sont dans la salle. Comme d'habitude, pour ceux qui sont connectés, je vous demande de conserver vos micros fermés. Vous avez un chat pour pouvoir discuter, poser vos questions. Toutes les questions se feront en fin de séance et en fin de conférence. Nous enregistrons l'ensemble en fait de cette conférence, donc vous aurez à votre disposition la captation audio pour pouvoir reprendre des notes si vous n'avez pas eu le temps de tout noter sur ce qui va être dit. Il y a tellement de choses qui vont être importantes et riches. Et on se retrouve donc à la fin pour les questions. Gardez bien vos micros fermés. Ça va être l'élément important pour ne pas perturber l'ensemble. On fera des questions à la fois dans la salle et évidemment, on prendra vos questions en chat sur le Zoom. Merci. Ouverture par le président du CNCH, le docteur Franck Albert. Bonjour Franck. Bonjour, merci à tous, merci aux journalistes d'être présents pour cet événement important qui est donc la sortie du livre blanc de la cardiologie hospitalière. Le CNCH, vous savez, c'est un collège de tous les cardiologues hospitaliers qui inclut aussi les hôpitaux militaires et les hôpitaux privés à but non lucratif. C'est plus de 450 services de cardiologie, 1500 cardiologues. Et donc, il nous paraissait important, effectivement, de faire ce travail. Pourquoi? Parce qu'on vit actuellement, et on le voit bien dans les médias, une véritable crise de l'hôpital, aggravée bien entendu par la pandémie Covid. C'est une crise à la fois d'attractivité hospitalière pour l'hôpital public, c'est une crise aussi de la démographie médicale avec un manque de médecins, un manque de cardiologues aussi, que ce soit en ville ou à l'hôpital. Et puis on le voit bien aussi, une crise des soignants. Après avoir été applaudis pendant la crise Covid, ils ont quitté l'hôpital. Et ce qui a entraîné des difficultés majeures avec parfois des fermetures de lits, y compris dans des grands hôpitaux parisiens. Donc c'est vrai que notre objectif est donc de faire un état des lieux, une photographie, un diagnostic, comme on dit dans notre jargon médical, pour montrer le poids de notre collège, le poids des hôpitaux qui sont un vrai maillage territorial. On constate que le CNCH est le premier acteur, par exemple, pour la prise en charge de l'infarctus du myocarde, qui reste encore la première cause de mortalité chez la femme, le premier acteur pour l'insuffisance cardiaque, qui est un nouveau fléau, qui est en progression avec le vieillissement de la population. Et c'est vrai que cette crise sérieuse qui est grave dans certains territoires, avec parfois des risques de fermeture, il nous est important donc de comprendre, de mesurer et de révéler les choses pour faire face au futur et vous proposer donc nos 25 solutions. Donc c'est un travail important, on dit des guidelines dans notre jargon, 250 pages, qui a été fait par une centaine de cardiologues et de soignants de toute la France. Et je tiens à leur remercier donc de ce travail. Et malgré les difficultés majeures de l'hôpital, ça traduit quand même une vitalité et une ambition des acteurs de sauver l'hôpital et notre outil de travail. Dévoilez-nous peut-être quelques points majeurs de ces 25 solutions. Franck Albert, vous ne pouvez pas nous donner les 25 points, mais ceux qui vous paraît tout à fait majeur, à partir des constats que vous faites? Alors, les évolutions, on voit d'abord qu'il y a une hausse des besoins de façon majeure. C'est 3% de hausse de besoins pour les cardiologues, qui est plus rapide que les effectifs, puisqu'on n'a que 1% de hausse de cardiologues actuellement. Plus de 15 millions de Français ont besoin actuellement d'avoir un cardiologue pour les pathologies cardiovasculaires, l'hypertension artérielle, le diabète. Avec le vieillissement de la population, on voit bien que la cardiologie tient une place prédominante, majeure dans notre système de santé. Le constat, c'est que l'hôpital public a un rôle prépondérant. Il assure plus de 70% des urgences cardiovasculaires pour le CNCH, 90% avec le CHU. Et sur 6500 cardiologues actifs, il y a finalement 2000 cardiologues qui prennent en charge les urgences cardiologiques. Donc c'est vrai que le CNCH, c'est 50% des hospitalisations au niveau de l'activité hospitalière, tout confondu au niveau national. Et donc ces 25 solutions, je ne vais pas pouvoir toutes vous les donner, mais il y a globalement 5 grandes thématiques. La première, c'est d'essayer de créer un choc d'attractivité médicale avec des solutions et de lutter contre la démographie médicale. Alors c'est surtout baisser les contraintes de la permanence de soins qui est très lourde pour l'hôpital, ce qui incite parfois des jeunes à quitter l'hôpital parce que c'est trop lourd d'être de garde 24 heures sur 24 avec des équipes de 6-7 cardiologues parfois, et puis de lutter effectivement contre la démographie médicale en augmentant le nombre des DES en lien avec le Conseil national des enseignants de cardiologie. On s'est mis d'accord pour augmenter de 30 postes par an et d'augmenter la venue des médecins étrangers qui le souhaitent parce que ces médecins étrangers sont bien formés en France et à partir du moment où ils ont choisi de venir en France, ils rendent beaucoup de services et ils permettent
permettre de faire fonctionner les hôpitaux. La deuxième chose, c'est d'essayer de mieux coordonner l'ensemble des acteurs, publics et privés, sur tout le territoire avec une gradation de soins par un maillage territorial au niveau de chaque territoire ayant des problématiques différentes. La troisième chose, c'est de réduire les inégalités d'accès. C'est vrai que d'avoir une consultation de cardiologie, d'attendre 3 ou 4 mois, voire 1 an dans certains territoires, c'est beaucoup trop, c'est pas acceptable pour la population. Et il faut absolument, effectivement, avoir accès à la cardiologie. Et on veut mettre en place un choc ambulatoire pour favoriser le virage ambulatoire et le virage numérique pour favoriser des parcours de soins coordonnés avec notamment toutes les nouvelles technologies, le numérique et les nouveaux métiers quand on viendra en détail. Christophe Leclerc, oui, très bien. Christophe Leclerc, vous êtes le président de la Société française de cardiologie. Vous êtes professeur au CHU de Rennes, c'est bien cela. Peut-être revenir sur 2 points essentiels. La coordination évoquée par Franck Albert, mais également l'importance de la recherche médicale en cardiologie. La cardiologie est une discipline d'innovation, le progrès médical, l'innovation, la recherche. Quelques mots sur ce point? Oui, merci. Tout d'abord, je voudrais féliciter toute l'équipe du CNCH qui a réalisé ce document, notamment Franck, Albert, Walid Amara et Simon Catan, parce que, comme l'a dit tout à l'heure Franck, nous sommes dans une situation qui est extrêmement préoccupante. Alors, on a moins de cardiologues, on demande à en créer plus, mais cela va prendre du temps, on a de plus en plus de patients, donc il va falloir qu'on change aussi notre façon de travailler. Et là, vous avez employé le mot coordination et je crois que c'est extrêmement important. Il faut arrêter que les différentes structures, qu'elles soient hospitalières, CHU ou hôpitaux non universitaires et également la médecine libérale, arrêtent de travailler en silo. C'est-à-dire que le patient n'appartient pas à une structure, il appartient à personne. Et il faut qu'on se coordonne. Un patient hospitalisé, après, doit être suivi en ville. Et là, il faut une coordination qui soit extrêmement importante parce que parfois, il y a un manque évident de coordination entre les différentes structures. Donc il faut qu'on travaille au niveau du service public, à la fois donc, les CHU et les CH, et également avec nos collègues libéraux. On a aussi tout à l'heure évoqué le problème de la permanence des soins. Alors c'est quelque chose qui va devenir de plus en plus prégnant. Il y a un changement, je dirais, sociétal qui fait que les gardes sont de plus en plus, je dirais, non recherchées. Et là, il faut qu'on travaille aussi tous ensemble pour assurer aux patients une couverture de permanence des soins qui soit tout à fait correcte, donc entre les CH et les CHU, mais également intégrer nos collègues du privé, notamment par des consultations pré-urgence ou post-urgence, pour pouvoir libérer un petit peu donc, les hôpitaux de ce flux des urgences. Nicolas. Alors, Simon Catan, aujourd'hui, la situation de la cardiologie hospitalière, elle fait apparaître en effet des enjeux qui sont incontournables. Alors d'abord, quels sont-ils? Et puis, de plus, quelles sont ces propositions qu'il faudrait mettre en place à court terme pour pouvoir répondre à ces enjeux de manière le plus efficace et qui répondent le plus à la problématique de ces enjeux? Il y a des éléments importants sur les 25 propositions. Il y en a qui sont généralistes et il y en a d'autres, effectivement, qui nécessitent une mise en place assez rapide pour qu'on puisse pouvoir tenir le choc dans les années qui viennent, compte tenu des problèmes démographiques et la crise qui actuellement au niveau de l'hôpital. Il y a un élément, c'est penser les rémunérations du secteur public pour tenir compte de la technicité des métiers, les responsabilités managériales et la mobilisation des professionnels. Je pense qu'effectivement, il faut revoir un petit peu comment fonctionne l'hôpital public. Il faut essayer de réduire les rémunérations entre le privé et le public. Bien entendu, quand on travaille dans l'hôpital public, on sait que les rémunérations sont en règle générale inférieures à celles du libéral, mais il faut qu'on puisse avoir une étude et réduire les écarts, parce qu'effectivement, c'est important que, notamment dans cette spécialité, notamment en imagerie, on a du mal, en tout cas, à garder certains praticiens qu'on souhaite garder. Effectivement, dans les techniques interventionnelles, on arrive encore à être attractif, mais les techniques non interventionnelles en imagerie, on a du mal encore à garder des praticiens à l'hôpital public. Deuxième élément, c'est la rémunération de la garde. Actuellement, la garde et l'astreinte est rémunérée de façon, j'allais dire, indécente. 250 € pour une nuit de garde, où des fois on ne dort pas la nuit, et 50 € l'astreinte avec un déplacement. Voilà, donc il faut à travail égal, salaire égal. Quand on a une astreinte, il faut qu'elle soit quand même
mieux rémunérées. Il faut aussi qu'elles soient moins fréquentes. Pour qu'elles soient moins fréquentes, il faut qu'on ait des équipes de volume suffisant, avec un nombre d'ETP suffisant, et on souhaite, nous, mettre en place des référentiels en termes d'ETP médicaux pour dire, ben voilà, un service de cardiologie avec tant de lits, tel plateau technique, qu'on puisse avoir 10, 15 ou 20 ETP médicaux, que ce soit un référentiel, sans qu'il soit opposable, c'est plus un référentiel pour la spécialité. Il y a d'autres spécialités qui l'ont fait, les urgentistes, les anesthésistes, les chirurgiens, c'est vraiment des forces de frappe en termes d'équipe médicale dans les services, notamment les urgentistes. Il faut qu'on puisse avoir un référentiel qui soit valable à court terme. Et nous, on a déjà commencé à travailler là-dessus. Et le dernier élément, c'est un élément tarifaire. C'est un travail de Mathieu Rocher, le directeur d'Agno, qui a mis en évidence que les tarifs des GHS, notamment dans le cadre de l'urgence, qui passaient par le passage des SAU ou par l'USI, étaient sous-valorisés par rapport au coût que ça a généré. Voilà, donc il y a une réforme de la tarification qui va probablement se mettre en place dans les années qui viennent, et il faut effectivement mieux valoriser pour nos établissements le coût de ces GHS. Merci beaucoup. Alors, Géraldine Gibaud-Gentil, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, quels sont les enseignements que vous pourriez tirer de ces 25 propositions, et puis celles qui vous paraissent surtout les plus significatives pour votre exercice professionnel? Alors, écoutez, je vais commencer par dire que c'était ma première expérience et participation au Livre Blanc, et que j'ai trouvé que c'était vraiment très enrichissant, que c'était une expérience partagée avec mes consoeurs et confrères des CHG, des ESPIC et des hôpitaux des armées, et que c'était très formateur, et que ça confirme le sentiment d'appartenir à une communauté très engagée et très forte. Et au-delà de ces considérations, ce qui m'a frappée aussi, c'est l'importance de la diversité et l'implantation des centres au sein du CNCH. Et cela, ça permet de garantir la prise en charge des patients, notamment bien sûr l'infarctus et l'insuffisance cardiaque. Et cette capacité collective, il faut pouvoir la transmettre, la préserver, l'encourager, et ça se fera grâce aux moyens adaptés pour rendre plus attractifs nos CH, et avec des projets structurés, ambitieux et surtout pérennes. Et parmi les 25 propositions, celles qui m'ont le plus interpellée, c'est qu'il faut mailler bien sûr le territoire. Il faut disposer de centres avec, pour un bassin de population, de centres équipés en plateau technique interventionnel complet, de niveau 2 ou de niveau 3, pour permettre un accès facilité à cette population de bassin important, et répondre aux besoins du soin. Je pense que le groupement hospitalier de territoire ou la fédération de territoire, une fédération médicale de territoire, est une des solutions à proposer, avec des niveaux de recours qui vont être différents et qui vont commencer par la ville, parce que rien ne passe sans la ville. Et effectivement, ça n'est pas un combat l'un contre l'autre, mais plutôt une offre diversifiée. Et donc, commencer par la ville, des soins de premier recours jusqu'aux soins d'excellence. Et ça passera par une volonté médicale et engagée. Voilà, et je pense que le fait de se regrouper, de travailler ensemble, doit passer par évidemment un positionnement avec du numérique qui doit nous accompagner, nous aider, parce que les déplacements ne sont pas toujours faciles. Il faut que le dossier puisse être partagé numériquement, informatiquement, parce que ça commence par là. Et puis, évidemment, pouvoir faire des staffs ou des réunions de concertation pluridisciplinaire en visio, ça doit être possible pour éviter les déplacements. Enfin, ce partage en groupement, il faut qu'il se fasse accompagner bien sûr d'une rémunération décente, avec ça permettra d'être gagnant-gagnant et d'être attractif pour nos jeunes, qui sont souvent ceux qui sont sollicités pour faire des temps partagés. Voilà. Merci beaucoup. On va maintenant donner la parole à Amélie Marant. Alors,
Amélie, il y a, au travers de ces 25 propositions, beaucoup d'informations, beaucoup de solutions qui peuvent permettre d'assurer à la fois le présent, mais surtout l'avenir de cette cardiologie. Et alors vous, en tant que jeune cardiologue, quelles sont vos attentes? Qu'est-ce que vous attendez de ces propositions? Quelles sont celles peut-être qui vous paraissent le plus proches de vos besoins aujourd'hui sur le terrain, dans la réalité de votre vie hospitalière? Donc tout d'abord, merci de m'avoir convié en tant que jeune cardiologue, puisque c'est vrai que là, je viens de commencer mon assistanat à l'hôpital d'Annecy. Les 25 points me paraissent tous pertinents. Après, j'ai que quelques minutes de parole, donc je voulais juste développer 2 points qui, pour moi, sont importants. Tout d'abord, les postes partagés avec l'activité multisite, qui, pour moi, je pense, représente une grande attractivité pour les jeunes cardiologues. Ce qui, en plus d'être attractif pour les cardiologues, permet d'augmenter l'accessibilité aux soins, puisqu'entre CHU ou CH de périph', et même entre les CH généraux et les plus petits centres, comme on fait à Annecy, où on va dans un petit centre à côté de Saint-Julien-en-Genevois. Et un autre point qui me paraît très important, puisque j'ai la chance d'avoir eu l'expérience, où l'année dernière, on a créé un protocole de coopération avec les infirmières de pratique avancée au CHU de Tours. Et pour moi, la coopération avec les paramédicaux, elle est primordiale, puisque le retour d'expérience qu'on a maintenant montre que ça permet de libérer une charge de travail qui était très importante pour les cardiologues, tout en ayant une plus grande accessibilité. On a beaucoup plus de consultations pour les patients, et leur retour aussi, c'est très bénéfique, puisqu'on est beaucoup plus disponible pour eux. Donc je pense qu'il faut qu'on favorise la formation des IPA, qui pour l'instant est encore un peu limitée à l'hôpital, puisqu'il n'y a pas souvent assez de postes pour le nombre d'infirmières, infirmiers qui sont motivés, et qu'on les revalorise aussi, parce que le gain de travail qu'on gagne avec les IPA est... Amélie, le rapport entre Tours et Annecy, je ne vois pas très bien. Donc, c'est parce que vous étiez à Tours auparavant. J'étais au CHU à Tours et je suis partie à Annecy. Merci de le préciser. Walid Amara, vous êtes le futur président du Collège national de cardiologie hospitalière. Alors, quelques mots sur l'avenir, sur la prospective, ce que aujourd'hui, au travers d'ailleurs de ce très grand travail que vous avez fait, on y reviendra en répondant aux questions de nos confrères et consoeurs journalistes, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui prévoit, qu'est-ce qui fera que la cardiologie hospitalière publique puisse entrer dans une phase de développement et de succès? Avant de parler de l'avenir, je voudrais vraiment insister, parce qu'il y a probablement des gens qui sont des journalistes grand public qui sont connectés, c'est vraiment le sentiment d'alarme qu'il y a une vraie problématique de disponibilité du nombre de ressources humaines suffisantes, que ce soit de médecins cardiologues ou d'infirmières, pour faire tourner les services, pour que s'il y a un infarctus la nuit, ils puissent aller dans le bon centre et qu'il y ait les équipes pour le faire. Il n'y a pas assez de ressources qui sont dédiées à cela, qui ne sont pas assez valorisées, notamment bien sûr du point de vue financier, qui fait que les gens, on a du mal à garder à l'hôpital des jeunes cardiologues. Après un clinica, ils vont aller en libéral, que je sais très bien, ou ils vont aller salariés dans un centre privé, ou alors ils vont aller se rapprocher de certaines régions, peut-être de la montagne ou du sud de la France, et peut-être que la région parisienne, la banlieue parisienne, beaucoup de zones de territoire vont avoir des problèmes de disponibilité. Je pense que c'est un sentiment très important d'alerte et pas uniquement de parler de l'avenir. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'innovations qui nous permettront un petit peu de pallier à ce manque. Bien sûr, utiliser la télémédecine, mais la télémédecine nécessite du temps médical et paramédical, et que ça ne peut pas se faire qu'en plus. Il faut qu'on y consacre du temps, il faut qu'on puisse avoir les ressources, il faut qu'on puisse pouvoir revoir facilement nos patients après une hospitalisation par des consultations semi-urgentes qui font en coordination avec la ville. Dans le livre blanc du CNP, notre Collège national professionnel, ça a été abordé pour qu'il y ait ce lien ville-hôpital. Puis bien sûr, on commence déjà à travailler sur innover dans les organisations, les délégations de tâches, enfin, les IPA. Il n'y en a pas assez, elles ne sont pas valorisées financièrement. Les directions ne font pas toujours les bons choix pour les avoir dans les hôpitaux. Ça a été abordé également, les équipes mobiles, les fédérations interhospitalières entre la ville et l'hôpital, pour pouvoir assurer le maximum de ressources pour que, en gros, si un patient a une pathologie spécialisée au niveau cardiaque, il puisse bénéficier des meilleures ressources spécifiques, rythmiques, coronaires, différents domaines, chirurgicales,
et qui puissent bénéficier de la meilleure ressource pour nos concitoyens. Donc très important de faire la bonne photographie de l'alerte dans laquelle on est actuellement et que la situation est très préoccupante pour construire l'avenir. Merci Walid Amara. Nous répondons aux questions des journalistes. Nicolas. Donc à partir de maintenant, bien évidemment, vous pouvez vous poser vos questions soit par chat directement sur le Zoom, soit si dans la salle, vous n'hésitez pas, vous levez la main, on viendra vous apporter un micro si vous avez des questions. Est-ce qu'il y a d'ores et déjà, alors je ne vois pas obligatoirement très bien dans la salle s'il y a des questions directement. Moi j'en ai reçu une, alors je ne sais pas à qui elle s'adresse, je vais vous laisser lever la main pour celui qui peut répondre, qui était, vous parlez beaucoup de ressources et de besoins en ressources et de nouvelles ressources, mais qu'en est-il de l'accès aux formations universitaires pour la cardiologie, et quel est l'avenir que l'on peut imaginer? Actuellement, cette question est très importante parce qu'il y a d'une part qu'actuellement la réforme de l'internat fait que quelqu'un qui veut devenir cardiologue interventionnel, il doit passer par les options de la cardiologie interventionnelle, ce qui permet de ne pas avoir assez de souplesse en termes d'évolution des métiers, de gens qui veulent changer d'évolution. Et on travaille d'essayer de faire en sorte que les gens puissent évoluer dans leur vie professionnelle, et probablement que Christophe Leclerc pourra commenter sur cela. Et la deuxième chose, c'est aussi des ressources pour nos paramédicaux qui veulent avoir des formations d'IPA ou d'infirmières spécialisées en sciences cardiaques qui puissent accéder à ces diplômes universitaires. Alors, Christophe Leclerc. Alors, deux chiffres. Il y a 220 cardiologues qui partent à la retraite par an en France. On forme aujourd'hui 185 internes. C'est-à-dire que vous avez chaque année un delta de 35. On est déjà, comme l'a dit tout à l'heure Walid, en grande souffrance sur le plan effectif, et ce déficit continue chaque année. Donc il faut vraiment, et on travaille avec les autorités de santé, à ce qu'on puisse augmenter le nombre d'internes en formation. Pour ce qui concerne les options, aujourd'hui, il y a une réforme de l'internat, peut-être un peu restrictive. Et là, je crois qu'il faut, comme l'a dit très bien Walid, il faut qu'il y ait un petit peu plus de souplesse, de passerelle pour nos jeunes collègues qui veulent se destiner à telle ou telle spécialité. Oui. Christophe Leclerc, pour être franc, on ne voit pas beaucoup de présidents de sociétés savantes ou de responsables de spécialités qui disent aujourd'hui qu'ils ont assez de jeunes professionnels, les oncologues, les dermatologues, les psychiatres. Alors, comment vous vous positionnez dans cette situation? Je ne voudrais pas faire un classement des spécialités les plus en déficit, parce que je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est en déficit en France, y compris nos collègues généralistes. Dans ma ville, il y a 12 généralistes qui partent et 2 qui vont s'installer, 3 cardiologues qui partent, aucun s'installe. Donc, je ne veux pas rentrer dans cette compétition, mais je veux simplement tirer un signal d'alarme, comme l'a fait Walid, pour le cœur de nos... Nous écoutons une question dans la salle, oui. Français. Merci. Il n'y a pas de... On n'a pas de retour son. Allez-y, je crois que vous ne touchez à rien. Vous pouvez parlez plus fort. Bonjour. Parfait. Donc, je remercie le CNCH à travers ces femmes et ces hommes très engagés, qui prennent les choses en main, ils proposent des solutions, à mon sens, pertinentes. J'ai juste une question. Est-ce qu'on a pensé à la facilitation à l'accès des agréments de type rythmo poussé, style fibrillation auriculaire, et dans un futur peut-être pas lointain, du TAVI pour les centres d'une taille, on va dire, un peu plus que moyenne, ce qui, à mon sens, constitue un élément d'attractivité pour les jeunes très, très important. Franck Albert répond. Je pense que Christophe pourra compléter. Globalement, ces autorisations, en fait, elles se passent au niveau régional avec l'ARS et elles doivent répondre à un réel besoin sanitaire avec des équipes nombreuses. Donc, c'est vrai que l'autorisation de l'ablation de l'AFA, donc c'est une mention C, et donc il faudra faire un minimum de 100 ablations par an et d'avoir une équipe effectivement qui permet d'assurer une astreinte aussi opérationnelle de rythmologie. Donc c'est vraiment des choses qui doivent se négocier au niveau local. Actuellement, on voit bien qu'il y a un petit retard au niveau du CNCH pour ces autorisations, notamment de rythmologie interventionnelle, mais que les choses sont sur la pente ascendante et ça va progresser. La deuxième question, c'était... le TAVI. Alors le TAVI, je ne vais pas donner la réponse aujourd'hui. Je crois qu'on est tout à fait en harmonie avec Christophe Leclerc. C'est un dossier effectivement assez brûlant. Moi, je veux dire ma position personnelle. Je pense qu'à titre personnel, effectivement, pour faire du TAVI, il faudra faire un nombre de TAVI suffisant par an et avoir une équipe déjà formée.
le cut-off probablement 100, peut-être un petit peu plus. Et puis effectivement de trouver une solution avec le centre de chirurgical avec lequel vous travaillez, avec une heure team, et peut-être il y a un chirurgien qui viendra se déplacer aussi pour faire les TAVI, notamment les TAVI des sujets les plus à haut risque, pour éviter des sujets de 85 ans, de 90 ans, de faire 100 km, voire 150 km pour se rapprocher du centre chirurgical dans leur région. Donc c'est un peu brûlant. On peut imaginer que certains centres, gros centres, protègent un peu leur activité et ne sont pas prêts pour l'instant à lever les verrous, mais je pense que progressivement on y viendra. Je peux juste faire une remarque. Est-ce que finalement les quotas d'activité peuvent être transformés sur des GHT? C'est-à-dire, est-ce que finalement la solution du GHT qui peut rendre encore plus attractif les fédérations hospitalières, c'est de regrouper l'activité avec plusieurs centres? Alors, en ce qui concerne le minimum d'intervention à réaliser pour obtenir l'accréditation, elle est basée sur des données scientifiques aussi en termes de sécurité des patients. Alors, je pense qu'il ne faut pas qu'on arrive comme l'Italie où parfois il y a des centres qui font 2 ou 3 procédures par an. Là, je crois que ce n'est pas souhaitable. Je pense aussi, on a parlé tout à l'heure de coordination, et je crois que justement au sein d'un GHT, on ne pourra pas faire des actes techniques de haut niveau dans tous les hôpitaux, mais je crois que là, il y a vraiment un besoin de coordination, c'est-à-dire qu'il vaut mieux avoir un gros centre dans un GHT ou entre plusieurs GHT pour pouvoir avoir la meilleure expertise possible, la meilleure sécurité pour les patients et pouvoir prendre en charge tous les patients. On ne pourra pas mettre des centres d'ablation partout. Pour le TAVI, je vous réponds rapidement. On travaille actuellement à la HAS pour développer une expérimentation sur la réalisation du TAVI sur les centres qui ne sont pas dotés de chirurgie cardiaque. Beaucoup d'autres questions? Alors, il y a une question par Zoom. Le manque d'attractivité touche toutes les professions de santé et le ministre nous en a parlé récemment. Et je rappelle d'ailleurs que demain matin, à 8h15, il viendra faire une allocution au sein du CNCH et de ce congrès. Alors, la question, c'est comment résoudre ce problème qui paraît parfois pratiquement insoluble? Alors, est-ce que c'est Franck Albert, Walid? Allez, Walid. C'est pas simple. C'est pas simple. Je pense que les médecins ont besoin de reconnaissance, les équipes médicales en général, et j'inclus les paramédicaux, c'est pas uniquement un problème d'argent, mais c'est également un problème de reconnaissance, un problème de travailler sur un projet, de travailler en équipe. Les gens veulent avoir un sens à leur vie, un équilibre entre leur vie personnelle et professionnelle. C'est vrai que cette volonté finalement de moins faire de garde, obligatoirement, ça veut dire que la garde doit être plus valorisée, mieux rémunérée, pour faire en sorte que la personne qui sacrifie son temps sur son temps personnel, familial, soit compensée. C'est quand même l'un des rares métiers où vos heures supplémentaires sont moins bien payées que vos heures effectives. Donc ça, c'est quelque chose à revoir pour valoriser, pour donner un sens à cette vie et que votre médecin de l'époque n'est plus le médecin d'aujourd'hui et veut cet équilibre. Nous avons été frappés par le fait que, évidemment, le travail que vous avez fait en publiant ces 25 solutions allait au-delà de votre spécialité. Et notamment, je cite cette remarque que vous faites, vous appelez à plus de centres de santé créés à proximité de vos hôpitaux. Pour quelle raison? On croit l'idéal, ce serait que le patient puisse accéder facilement au moins à un médecin, et notamment un cardiologue, et qu'il n'y ait pas des délais d'attente trop longs, qui est ce tri et qui permet finalement après d'adresser les patients vers les centres spécialisés si besoin. C'est vrai que c'est vraiment une donnée importante que ces maisons de santé, en fait, c'est pour concrétiser en fait le fait qu'on doit mieux se coordonner, acteurs publics et acteurs libéraux, et qu'on voit actuellement nos urgences hospitalières régulièrement saturées. On reçoit des mails tous les jours, hôpital en tension, pas de lit, etc. Et en fait, je pense que si on avait des maisons de santé sur le site de l'hôpital, avec des libéraux qui sont prêts effectivement à travailler, les médecins généralistes, des cardiologues, beaucoup de patients pourraient être pris en charge rapidement et parfois tout de suite aiguillés dans les bonnes filières, sans avoir besoin forcément de les hospitaliser et pouvoir les reprendre en charge dans des modalités plus modernes comme l'hôpital de jour. Beaucoup de questions, donc on va faire des questions rapides et des réponses rapides. Alors Christophe Leclerc a très bien remarqué le gap qu'il existait chaque année entre les départs et les formés, mais ce gap s'aggrave encore dans la ville, parce qu'en ville, les cardiologues qui sortent sont hyper formés, hyper spécialisés. Donc on arrive à un
désert cardiologique de ville, alors que les cardiologues sont tout à fait aptes à travailler en coordination et le souhaitent vivement. Donc je crois que ce gap qui apparaît, il va être bientôt préjudiciable sur le terrain et pas uniquement dans les hôpitaux. Il faut bien insister que c'est un malaise général dû à une espèce d'incurie de prévoyance. Autre question posée et réponse courte. Alors, une question qui va s'adresser directement à Amélie Marant, qui est assez simple, mais qui dit: qu'est-ce qui motive un jeune médecin à rejoindre la cardiologie aujourd'hui? Peut-être que votre propre exemple sera comme point de référence. C'est une question extrêmement simple. Oui, mais pour moi, c'était... Il n'y a pas qu'Annecy, il n'y a pas que les montagnes, c'est ça qui vous attire dans la cardiologie? Non, c'est pour la cardiologie ou la cardiologie Non, pour la spécialité cardiologie. Même pour la spécialité, oui. Pour moi, c'était plutôt évident parce que je voulais faire des soins intensifs et une activité aussi qui pouvait être libérale si jamais je voulais partir de l'hôpital. Je m'étais gardé toutes les portes ouvertes, mais on a 23 ans quand on choisit sa spécialité, donc je peux pas répondre pour tous les gens. Là. Spécialité qui pour moi est attractive, qui est évidente. Le professeur peut le faire peut-être pour ses étudiants. Moi, je pense que c'est la plus belle spécialité qui existe aujourd'hui. J'en suis intimement convaincu. Oui. J'avais hésité, moi, entre gynécologue et cardiologue. J'ai appris cardiologue. On voit le rapport. Et j'ai bien fait. Non, plus sérieusement, il faut savoir que la cardiologie est choisie en 4e choix aujourd'hui par les internes, malgré le fait, je dis bien malgré le fait, qu'il y ait la permanence des soins. Ok. Alors, oui, allez-y. Il y a un élément aussi important, je veux dire, par rapport au débat qu'on a fait dans les propositions qu'on a mis. On avait dit décloisonner le système de santé. Voilà, parmi nos visites qu'on a fait au niveau pour l'édition de ce livre blanc, on a été dans 2 hôpitaux. On a été d'abord à l'hôpital de Valenciennes, qui est dit l'hôpital magnétique, où effectivement on a vu que le budget de l'hôpital, 80% du budget de l'hôpital est délégué aux médecins, avec une délégation très forte. Voilà, donc ça c'est un peu, j'allais dire, la motivation de participation à l'activité, à la vie de l'hôpital, et je veux dire qu'on est à se prendre en main, voilà, parce que il y a un très beau livre qui a été sorti par un professeur de psychiatrie en disant Excel m'a tué. Et effectivement, je veux dire que les médecins, la loi HPST a un peu réduit, entre guillemets, a beaucoup réduit la gestion de l'hôpital, et effectivement que les médecins puissent participer ou être actifs dans la gestion de l'hôpital, c'est un élément important. Il y a un deuxième élément qui est différent, c'est on a été à Bayonne, où Bayonne c'est en fait le privé qui est installé dans l'hôpital. On ne dit pas que c'est un exemple à suivre, mais l'intérêt c'est qu'il y a une équipe de 35 cardiologues qui travaillent aussi bien sur plateau technique que sur en ville. Et c'est vraiment une équipe de cardiologues de territoire qui travaille et qui participe à la liste, à la garde, etc. Donc il faut peut-être s'inspirer aussi de ces échecs et pouvoir créer des équipes de cardiologues de territoire qui soient d'activité mixte, qui travaillent à l'hôpital aussi et qui travaillent à l'extérieur de l'hôpital. Voilà, donc il faut sortir un peu de cette frontière où les médecins, soit hospitaliers, sont que à l'hôpital et que les médecins libéraux que sont en ville. Oui, ce qui était exposé tout à l'heure aussi. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Alors, une autre question qui, en fait, je vais prendre 2 questions qui se rapprochent. C'est quelles sont les propositions qui vous paraissent le plus rapidement possible de mettre en place? Et l'autre question qui est plus générale, c'est quel délai vous donnez pour mettre en place ces 25 propositions? Je crois que les choses importantes, effectivement, c'est qu'on arrive à diminuer la contrainte de la permanence de soins et qu'on crée de l'attractivité pour l'hôpital. Si des jeunes cardiologues quittent l'hôpital souvent à l'âge de 33 ans, après 13 ans de formation, il faut 13 ans pour former un cardiologue, c'est essentiellement lié à la contrainte de permanence des soins avec des équipes trop peu nombreuses. Donc il faut étoffer effectivement les équipes médicales. Il faut créer des partenariats publics-privés avec des passerelles, comme le vient de dire Simon. Il faut augmenter le nombre de DES, mais on n'aura pas tout de suite il faut 13 ans pour former un cardiologue. Et probablement ouvrir des vannes pour des médecins étrangers qui souhaitent venir travailler en France. On en a quand même beaucoup. Cette année, le Conseil national de gestion a ouvert 80 postes, alors que d'habitude, c'était 10-15 par an. Et c'est vrai que ces médecins permettent de créer des vannes supplémentaires pour faire fonctionner nos hôpitaux. Une dernière question dans la salle, si vous voulez, avant la fin de notre rencontre, de notre conférence de presse et institutionnelle. Il y a un monsieur. Oui, allez-y, on va vous donner un micro. Merci. Ce sera la dernière question. Alors, pas tant une question qu'une observation. Donc, je suis représentant des minorités visibles aujourd'hui. Je suis directeur d'hôpital. Je voudrais rebondir sur plusieurs sujets, notamment sur la question de
de la contrainte, de la permanence des soins. Et c'est vrai que c'est un sujet qui est majeur. Ça, je pense qu'on peut tous partager le fait que pour garder les cardiologues, il faut aussi, et les médecins en général à l'hôpital, il faut aussi sans doute mieux revaloriser les contraintes, les suggestions liées à la permanence des soins. On est au clair. Peut-être aussi réduire l'écart de rémunération plus généralement qui existe entre les deux secteurs, public et privé au sens large, libéral particulièrement. Et puis je voudrais revenir sur la question des enjeux du personnel paramédical. C'est un enjeu majeur. Pourquoi est-ce qu'on a du mal aujourd'hui à former des infirmiers de pratique avancée? Tout simplement parce que pour les envoyer en formation, c'est 2 ans, qu'il faut les enlever du service dans lequel ils se trouvent, et donc il faut les remplacer. Et le nœud gordien qu'on a aujourd'hui à trancher, c'est de former suffisamment de professionnels, on l'a dit sur les médecins, mais aussi et tout particulièrement sur les personnels infirmiers, et infirmiers de spécialité également, puisque vous avez besoin d'IAD également, d'infirmiers de pratique avancée. Et c'est vrai que pour l'instant, l'effort de formation, il n'est pas suffisant à l'échelle nationale. Et l'enjeu qu'on a à surmonter dans les 3 à 4 prochaines années, c'est d'avoir suffisamment de professionnels, parce qu'on parle de délégation de tâches des cardiologues, notamment vers les infirmiers de pratique avancée. Mais pour ça, il faut avoir des infirmiers en nombre suffisant. Et ça, c'est pour nous un enjeu qui est majeur, mais pour toutes les spécialités de l'hôpital. Merci beaucoup. J'espère que nous vous avons donné envie de découvrir les 25 propositions du CNCH rassemblées ici dans ce magnifique livre. Un livre, Franck Albert, de 250 pages. Parfait. Demain, nous en reparlerons avec le ministre François Braun en matinée. Et je crois que nous avons et nous pouvons maintenant imaginer que nous connectons bien l'intelligence et le cœur. Je ne pouvais pas l'éviter. Merci Nicolas. Alors un dernier message à tous, pour ceux qui sont connectés et tous ceux qui le souhaitent. L'enregistrement en fait audio de cette conférence est à disposition, donc vous n'hésitez pas, vous nous le demandez par mail. Les intervenants seront évidemment à votre disposition si vous avez des questions à leur poser dans les jours à venir, dans les semaines à venir. Et nous vous enverrons un communiqué de presse qui vous permettra de pouvoir avoir un résumé de ce qui a été dit et de ce qui a été abordé. Et je vous remercie pour toute votre attention. Merci à tous. Je le rappelle, le ministre sera ici au CNCH dès 8h15, demain, vendredi. À bientôt.